donc je me suis mariée, comme vous le dites, mais sauf que mon époux, c'était pas le mariage. Je me suis rendu compte que c'était une escroquerie en bande organisée par mon époux, donc si j'ai dit époux parce que je suis encore légalement mariée jusqu'à nouvel ordre, sa maman et ma petite sœur, je n'ai qu'une, je précise ici, je n'ai qu'une seule sœur. Donc l'escroquerie a été organisée depuis 2016, moi je savais pas. Donc je suis seulement tombée sur ce piège. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais en Europe comme je vis là-bas. Il y a mon ex-petit copain parce que l'homme qui m'a épousé était mon ex-petit copain, a repris contact avec moi. J'avoue qu'on est de la même région, on est né dans le même département, même arrondissement, on a fait des mêmes établissements, on se connaît, nos familles se connaissent depuis des décennies. Il a refait surface en me proposant, en me disant qu'on se remette ensemble, j'ai des échanges. Quand il est venu, il n'est pas venu toute seule directement. En même temps, sa mère a pris contact avec moi et ses cousins. Ses cousins d'enfance, on me dit que Arnold, on l'appelle un peu plus comme ça, est-ce que c'est possible que vous remettez ensemble parce qu'il a encore des sentiments, chose que je n'ai pas acceptée tout de suite. J'avoue qu'en 2019, j'étais déjà au pays et il a perdu sa sœur, sa petite sœur, une fille que je connaissais bien. Donc du coup, il m'a appelé, il savait que j'étais au pays, il m'a demandé de l'aide pour pouvoir enterrer sa sœur, ce que j'ai fait naturellement. Et après, il a voulu qu'on reprenne ensemble, il m'a parlé de se remettre avec moi et tout. Bon, j'ai pas voulu parce que il n'y a pas eu une suite. Moi, je suis remontée en Europe, après il y a eu la Covid, donc la pandémie. J'étais bloquée. Je précise à tous les téléspectateurs ici qu'en Europe, je suis dans le corps médical, j'ai un diplôme d'État où je travaille. Je peux justifier mes revenus par les fiches de paie et les avis d'imposition. Donc il m'a recontacté et il a commencé à me parler du mariage avec l'entourage, comme je viens de dire. Alors comment ça vous fait voilà. Bon, moi, quand il reprend contact avec moi, il me demandait directement est-ce que j'ai encore le nombre d'enfants qu'il connaît. Car j'ai dit oui, je n'avais plus accoucher car j'étais tellement prise par le travail et surtout que bon, je préfère attendre en fait. Il m'a dit bon, moi je veux, tu sais, je veux qu'on soit ensemble, qu'on se marie, qu'on fasse encore des enfants. Après, il me demande si j'ai la nationalité française. Naturellement, je lui ai répondu oui. Et pour moi, c'est quelqu'un que je connais. Il m'a posé d'autres questions de ma vie, qu'est-ce que je fais, tout ça, est-ce que je suis mariée, etc. J'ai tout répondu naturellement. Je n'étais pas mariée, j'avais le nombre d'enfants que tu connais et je travaille comme ça et tout. Donc, on a commencé à s'échanger et tout. Il y a ses cousins qui sont venus, il y a un qui est en Suède. D'ailleurs, j'ai un test qu'il a commencé à si on appelle ça dans le langue composée, mets-toi avec mon cousin parce que tu sais, vous étiez bien, etc., etc. Chose qui me donne. Voilà, il a commencé à me. Voilà, exactement. Il est prêt à témoigner. Hein. Il a dit que si on le contacte, il allait en Suède. Il a dit que si on le contacte, c'est son cousin, c'est pas mon cousin moi. Mais on a grandi ensemble et c'est toujours, on était tout le temps ensemble. Donc, il me dit qu'il peut faire des papiers. Bon, je lui dis, moi, je ne suis pas allée en vacances depuis 3 ans et demi, car quand je vous parlais là, c'était vers les 2000 ans. Enfin, donc, qu'est-ce que je raconte en 2020, voilà. Et la pandémie, nous on ne voyageait pas, on nous chassait un peu partout, c'était un peu une histoire compliquée. Donc je lui ai dit, je travaille, je peux pas me déplacer comme ça. Il m'a dit, bon, moi je peux faire des papiers. J'ai dit, je connais pas comment on fait des papiers parce que je précise ici dans cette chaîne de télé que je n'étais jamais mariée, je ne me suis jamais mariée et j'ai toujours su que j'étais une proie. Je n'ai jamais baissé la garde envers des hommes parce que je savais que j'avais déjà bien comment dirais-je en français, bâti ma vie et il fallait faire très très attention car je savais que les hommes dehors ils ont des dents et que c'est pas facile, surtout que les filles à la diaspora elles sont victimes des mariages et comme ça. Donc comme c'était une personne de très proche, je vous rappelle encore que son village et le village de ma maman c'est à 4 km. Son village et mon village c'est à 6 km. Dans l'Oignon? Non, nous sommes. Je suis camerounaise mais bon en fait j'aime pas trop. Je suis camerounaise et je suis née dans la province du sud de l'arrondissement de Bipindi, le département de l'Océan en fait. Et j'ai grandi à l'est. Batouri, voilà. Mon papa travaillait là-bas. C'est un peu pour essayer de faire le lien parce que je sais où le monde veut en venir. Non, du coup, pour moi, c'était une personne que je connaissais. En plus, il perturbait mes études. On s'est connus, j'avais à peine 15 ans, même pas. Et on a commencé à être ensemble et je suis tombée enceinte. C'est que ma famille n'a pas voulu. Il y a eu des problèmes déjà entre les deux familles. Et on fuguait beaucoup. On se pouvait perdre 2 ou 3 jours sans qu'on sache où toutes les deux nous sommes. Et quand il y a eu la grossesse, donc j'ai mon oncle qui est dans le corps médical. Il était dans un autre département. Ma mère, elle a dit, il faut qu'on m'enlève dans cette ville-là. Et mon oncle est venu me chercher. On m'a enlevé dans notre ville natale. C'est comme ça qu'on s'est séparés. On ne s'est jamais dit c'est fini, c'est seulement que la famille a vu que il perturbait énormément ma vie, en fait, ma jeunesse. Puisqu'il y a eu donc une grossesse, il y a eu une IVG, faite par mes tantes. Voilà, et voilà. Donc du coup, j'ai commencé donc à faire des papiers monte à Yaoundé. Et moi, je lui dis que je le confie que j'ai un projet. Je dois venir au Cameroun, en fait, pour pouvoir ouvrir l'orphelinat Chimène-Ngoli. Mais sauf que je n'ai pas quelqu'un de confiance pour pouvoir m'aider. Vous savez, l'argent, c'est pas facile et tout. J'ai essayé pas mal de choses, des projets à mettre en place avec certains membres de ma famille, voyons même tous.
ça a été des échecs en fait. Ça ne s'est jamais bien passé. Donc je lui ai dit j'avais ce projet-là. Mais comme je travaille en temps plein, je suis salarié en fait en Europe. Je ne peux pas facilement quitter le travail pour pouvoir suivre mes travaux au Cameroun. Et avoir maintenant une personne de confiance, il y en a presque pas à mon entourage. Et surtout des problèmes d'argent. Il m'a dit, mais ça, oui, ok, j'avais entendu ce projet-là par tes proches. Bon, moi, j'ai mon petit frère, il s'appelle, je donne pas son nom de famille, Oye, Raphaël. Lui, il est agent immobilier. En plus, il est pasteur. Donc, lui, c'est lui qui aide les gens à acheter des terrains à Kribi et tout. Donc, on peut te trouver des parcelles, en fait. Parce que je lui disais qu'il fallait que le siège va être à Yaoundé. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait des sites un peu partout, au sud, comme un peu partout, en fait. Il m'a demandé si j'avais déjà de l'argent. Je lui ai dit que oui, j'avais de l'argent. Tout mon argent que je travaille, que je chante, ou je fais quoi et tout, je mets de côté. Je précise aux téléspectateurs, je vais aussi profiter à répondre par rapport aux différents textos que certains j'ai lus. Non, on va arriver à ce niveau. Des réponses parce que les téléspectateurs vont vous envoyer également des messages. Donc, des arguments, des réponses. Ok, il commence à faire des papiers. Moi, je ne sais pas comment on fait des papiers par l'ambassade de France. Ils montent à Yaoundé, je l'envoie l'argent. En même temps, je commence à envoyer des grosses sommes d'argent pour pouvoir qu'ils achètent des parcelles parce que bon, je dis qu'on va se marier. Pourquoi j'accepte qu'on va se marier? Je me dis, tiens, Chimène, bon, il n'est rien. Il n'a rien fait. Je lui dis, tu as quel niveau d'études? Il me dit qu'il a le bac. Je dis qu'avec le bac, ça va. Ça veut dire que si je l'amène en France, il pourra faire le concours, par exemple, d'infirmier. Comme moi, je suis dans le soin. Et avec le concours d'infirmier, le niveau d'études au Cameroun, c'est très élevé. Je sais qu'il aura le concours. Donc, du coup, avec un titre de séjour vie privée familiale, ça y est, il est dedans. Au bout de 3 à 4 ans, il est français. Donc, du coup, je finis de calculer comme ça. Voilà des choses qui m'amènent au mariage, en fait. Je me dis, comme c'est mon frère, je vais dire ça, je l'appelle comme ça. Nous, les Africains, on s'est dit. Lorsque vous envoyez cet argent-là, est-ce que les parcelles sont effectivement achetées? Si oui, elles sont achetées au nom de qui? Est-ce que vous vous rassurez au moins? Et comment est-ce que, de qui appartiennent les parcelles de terre? À moi, je ne suis pas mariée. En fait, je fais confiance parce que je pense que c'est un homme de Dieu et qu'il ne va pas bouffer mon argent. Quand je commence à envoyer l'argent, je ne mets pas long. Je dois venir au Cameroun, peut-être pour le mariage, mais pas tout de suite. J'avoue qu'il y a ma fille qui doit accoucher, ma première fille. Donc, je dois attendre qu'elle accouche avant de venir au Cameroun pour ce mariage-là. Après, je reçois un coup de fil très urgent de sa tante, dont la femme du grand-père à son papa. Il me dit que mon futur mari est très gravement malade. On a fait des examens. Il savait qu'il a un caillou de sang dans le cerveau. Si je peux envoyer une somme de 350 000 pour qu'on fasse des examens plus approfondis et que si je peux chercher à descendre. Je ne réfléchis pas. Moi qui suis dans le corps médical, je trouve que c'est très grave. C'est carrément une mort cérébrale. C'est grave. Donc du coup, j'envoie 350 000 sans réfléchir et je ne suis pas bien. Je me rappelle ici que j'ai la vie des gens en main. J'aide des médecins, des infirmiers à soigner des gens, toute l'équipe paramédicale. Je suis plus bien au travail. Je lui appelle le consul. Mais vous vous inquiétez quoi? Je suis déjà très perturbée. Oui. J'appelle le consul. Je lui dis comment je peux faire pour me rendre au Cameroun parce que la difficulté c'est que je ne peux pas prendre un billet d'avion et venir au Cameroun. J'ai pas la double nationalité. J'ai que la nationalité française, donc il me faut un visa. Je lui dis est-ce qu'on peut me donner un visa? Il me dit c'est quoi? Je lui avais déjà parlé de mon mariage, que je vais aller épouser un Camerounais au pays, etc. Mon frère, une belle histoire. Donc du coup il me dit ça c'est grave, venez me voir. Je pars. On me donne le visa tout de suite pour venir au Cameroun. Je saute sur l'occasion. Bon, je me dis pour ma fille elle est en France, j'essaye de partir, qu'est-ce qui se passe pour voir la fête. Sa tante ajoute que, tu sais, c'est la malédiction dans notre famille. J'ai perdu ma grande fille comme ça, elle avait déjà son visa pour les visas en poche et elle est morte ainsi. Donc c'est une sorte de malédiction. On est en train de voir des pasteurs pour prier pour lui et tout et tout. Je descends au Cameroun, vite fait. Je suis arrivée le 29 septembre 2022. Je vois, il vient me chercher à l'aéroport. Je vois qu'il fait un peu semblant d'être malade. Celui qui a le caillou dans le cerveau, il cherchait à l'aéroport. Je comprends rien. J'ai dit, mais tu es là parmi... Il est même seul. Après, il m'avait déjà dit que quand je viens, il faudrait que il a pris un petit appartement dans un quartier et tout. Mais par contre, il venait de se passer quelque chose au Cameroun. Il y a une dame qui avait une autre, ils l'ont mis dans une valise. C'était dans des moments en question. Et j'avais vu une autre Française vers Edea, que son petit copain l'avait fait venir au Cameroun. Il a arraché tous ses cartes bleues et on est parti trouver le corps. En fait, c'est des infos qu'on nous montre en France pour qu'on essaye d'être plus attentifs. Ce n'est que ces deux trucs-là qui m'ont dit, fais attention, ne pars pas au quartier avec lui. Surtout qu'il est venu me chercher seul, dans un taxi. Moi, je lui ai dit de réserver au JK Palace et on va partir avec la navette. Mais il me dit, il était très caché, habillé en noir, très sombre. On va s'il te plaît. Il faut qu'on avance. Okay. Envoyer de grosses sommes d'argent. Vous avez demandé qu'on achète dans le cadre du lancement d'un projet d'orphelinat à travers le Cameroun. Les terres ont été achetées par votre beau-frère, entre guillemets, pasteur, qui vous a d'ailleurs motivé à le faire. La famille vous a motivé à envoyer de l'argent à votre mari. Les amis, bref, les gens vous ont motivé. Tout le monde vous a envoyé, vous a motivé dans cette affaire-là. Aujourd'hui,
que vous avez fait, quand vous avez fait tout cela, où en est-on? Vous êtes séparés? Vous vous êtes mariés quand? Depuis cette période? On s'est mariés le 10 décembre 2022. Je descends alors, donc du coup, j'attends la capacité à mariage. Je refuse sa proposition d'aller au quartier vite fait comme ça, on part plutôt au Dika Palace. Comme je ne peux pas dire que c'est Dieu qui fait les choses, c'est Satan qui a fait, parce que où je suis aujourd'hui, je ne pense pas que Dieu est dedans. La capacité à mariage sort, c'est un papier qui nous autorise de se marier avec des étrangers. On m'appelle à l'ambassade, on me dit que c'est pas... Mais on l'attendait, c'était pour quelques jours. Sa famille me dit, regarde, c'est sorti, bon, c'est mieux de se marier. Mais je sens quelque chose qui me... Quelque chose me dit, c'est pas bon. Ma mère vient chez moi, je ne parlais pas avec ma petite sœur depuis longtemps, très longtemps, beaucoup d'années, parce qu'elle m'a toujours vilipendée, voilà. Donc du coup, ma mère vient à la maison avec ma petite. Elle m'a d'abord dit qu'elle venait avec elle. J'ai dit non, ta sœur veut te salir, ça fait plusieurs années, je mène, et en plus tu dois te marier et tout. J'ai dit non, maman, fais attention. Mais je vois ma mère qui arrive avec ma petite sœur. J'ai eu beaucoup d'empathie, je vous mens pas, j'ai voulu lui dire non, mais je l'ai laissé. Ma petite sœur est rentrée chez moi, elle a commencé aussi à me motiver de me marier. Tu vois, on prend de l'âge, c'est un gars de chez nous, du village, etc. Mais je sens que ça ne va pas. Il me dit qu'il y a quelque chose qui se passe à Kribi. Avec l'un de ses fils, il faut qu'il descende. Bon, Chimène, on va être très clair là-dessus, parce que le temps faisant défaut. Vous êtes mariés. Après le mariage, c'est que le mariage, c'est un moment de convivialité. Comment marié en 2022 et après 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive, en fait, donc ma belle-mère... Malgré les hésitations, oui, on s'est marié. Je tombe malade car, entre-temps, dès que je suis arrivée, ils ont commencé à me donner des médicaments. J'avais quelques myomes pour faire sortir du myome par la voie naturelle, sans opération. Et là, dès que ma belle-mère a commencé à me donner des médicaments en hygiène, elle m'a amené chez les dames et me puiser avec les mains de pistache, des trucs un peu pour... voilà. Donc, du coup, j'avais commencé à saigner énormément. Si vous regardez les photos, même dans mon mariage, je suis toute pâle. Je suis pas très comme je suis là. Je saigne énormément. Quand je me suis mariée là, pendant le mariage, je suis très affaiblie, asthénie plus. Je suis malade. Je constate que c'est pas bon. Chose que je ne savais pas, c'est que ces médicaments étaient des échanges avec des très grosses sommes d'argent. Donc, la dame, elle demande 200 000, l'autre demande 300 000, au bout de très peu de temps, j'ai arrêté. Surtout que j'essayais, mais l'hémorragie ne s'arrêtait pas. Donc, on se marie alors. Mais je suis très malade. Je sens que je vais passer. Je suis très affaiblie. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dépose plainte au CED. Avant le mariage, j'avais déposé parce que j'ai ressenti, mais les gens... Vous avez soupçonné d'avoir été empoisonné? Oui, que c'était pas bon. Je dépose une plainte au CED au CED. Pour quel motif? Escroquerie en bande organisée. Parce que quand j'arrive, effectivement, là, c'était avant le mariage. Vous avez demandé les parcelles. Je vois pas, je sens pas les choses. Mais je suis déjà un peu dans une dizaine de jours, je prends des médicaments, je suis affaiblie. Mais ma soeur et les gens, je dépose plainte au CED. On l'arrête même. On l'arrête. On a arrêté le frère de votre frère. Non, on arrête mon mari. Je dépose plainte contre lui. C'est lui que je remettais des sommes d'argent et pas son frère, que son frère est né cardiaque immobilier. On arrange, bon, bref, je ne retire même pas la plainte. J'appelle l'ambassade de France la nuit pour un rapatriement. Je saigne énormément, je perds trop de sang. Moi qui suis dans la santé, je sens que j'ai plus de sang et que c'est pas bon pour moi. Il me demande de partir le matin. Très tôt, comme c'est tard, j'appelle très tard, j'appelle avec le numéro du genre. J'arrive à l'ambassade de France, le consul me reçoit. On m'envoie dans notre centre médical pour pouvoir un médecin me consulte. Le médecin me consulte. Elle dit effectivement, j'ai plus de sang, j'y vais très mal, très asthénie. Je pourrais même pas prendre le vol. Il faudrait qu'on me transfuse pour pouvoir prendre le vol. Je peux voyager dans une dizaine de jours. C'est ce qui se passe. Entre-temps, ma belle-mère me donne des pousses. Dis que tu voyages avec ton mari. Dis que parce que tu ne vis pas avec quelqu'un, je dis au consul, je dois voyager avec mon mari car on est déjà mariés pour qu'il m'assiste. Est-ce que c'est possible? Le consul me dit que c'est l'ambassadeur ils vont faire une réunion en urgence. Ils ont fait une réunion en urgence. La décision est tombée. Il faut que M. Joseph Arnold monte avec son épouse en urgence absolue. Donc, il devait me suivre 6 mois après, mais il est monté 3 semaines après le mariage. On est parti. On quitte le territoire français, on arrive en France. Arrivant en France, on me dit que on ne peut pas m'opérer. La tension est presque à 19-20. Si je risque de faire un arrêt cardiaque si on m'opère, il faut me stabiliser. C'est ce qui se passe. Je ne vois plus M. Simon quoi. Je me rends compte qu'il y a tout un groupe. Il connaît beaucoup de gens. Il passe beaucoup de coups de fil. Il sort. Il dit, je te retrouve où? Je te retrouve où? Il n'était plus du tout là. Je ne comprends rien. Mais je dis, tu connais des gens ici? Il me dit, je lui dis la tradition quand on arrive à la tour à Paris, il faut faire les photos à la Tour Eiffel. Quand il faut faire les photos, M. Simankwa ne veut plus faire des photos avec moi. Malgré que j'étais pas bien, je lui dis qu'il fallait que je lui ai dit bienvenue à Paris. Il ne veut plus faire des photos avec moi, il me fuit. D'accord. Il faut arriver à Paris, étant donné quand on était au Cameroun, j'étais très affaiblie. Donc du coup, je lui ai donné les numéros de mes comptes bancaires pour pouvoir faire des courses et tout et tout. Arrivé à Paris, je me rends compte que mes comptes, les banquiers m'appellent un peu partout dans des quand vous êtes vous marié, vous lui avez donné toutes vos cartes. C'est quand je suis tombée malade, quand je suis tombée malade et que c'est déjà le rapatriement, je n'arrive même plus à marcher. Il y avait des problèmes d'argent. J'ai donné des codes pour qu'il s'occupe des petits trucs qu'on doit faire. Voilà.
entre-temps, lorsqu'on arrive à Paris, les banquiers m'appellent, on me dit que tous mes comptes sont très très vides. L'argent était tous les jours dilapidé. Est-ce que je connais ces retraits? Je leur dis, je connais certains retraits car il y a eu le mariage, mais certains retraits, je ne connais pas. J'y vais, on se retrouve que tout mon argent a été pris. Bref, c'est-à-dire que votre mari, à qui vous avez donné les codes de vos comptes et de vos cartes bancaires, pendant que vous étiez couché en train de mourir, et que sa maman vous donnait des potions qui vous faisaient saigner abondamment. Votre mari, lui, allait dans le compte, il allait dans les banques et il faisait même retrait. Oui. Alors maintenant, ce que je veux poser comme question, parce qu'il y a quand même la réaction de votre mari qui circule dans les réseaux sociaux. Entre autres choses, on se pose la question, mais qui dit finalement? Peut-être même avant d'y arriver, Roméo. Oui. Là, vous êtes arrivé à Paris, vous avez constaté cela, et je rappelle, c'était au lendemain des années 2022. Et 2023, ça 2023, on est en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, j'ai déposé plainte, j'ai déposé des différentes plaintes à Paris et même au Cameroun. Donc, les procédures suivent. Je vous rappelle que dans mon pays, la France, les procédures sont très longues. Donc, le divorce, on s'est séparés légalement le 3 avril 2024. Légalement. Y a-t-il eu divorce? Non, le divorce n'est pas prononcé. De corps. Oui, le divorce était encore là. J'ai demandé un divorce à l'amiable, il avait refusé. Je lui ai même dit qu'on se sépare et que on pouvait s'arranger. Il a refusé, il voulait des problèmes. J'ai donc demandé un divorce pour faute qui a été retenue. Et entre-temps, ils ont ouvert l'enquête pour un mariage gris, un mariage blanc. Ça veut dire qu'on fait mariage, il s'est marié avec moi uniquement pour les papiers. Je n'avais pas assez de preuves, donc ils ont attendu que je vienne au Cameroun pour avoir des preuves. Je les ai envoyé beaucoup de preuves. Ils ont ouvert le dossier et ils attendaient aussi l'assise familiale, parce que je rappelle aux téléspectateurs, à l'équipe, que c'est pas moi-même qui est venu au Cameroun, c'est ma belle famille qui m'a invité au Cameroun de venir pour l'assise familiale et en disant qu'ils payent déjà l'argent qu'ils me doivent. Mais une fois sur le territoire, je ne me suis pas rendu directement. J'ai demandé à mon oncle de les appeler pour que ma famille m'accompagne. Ils ont coupé les ponts. Alors aujourd'hui, votre mari parle non seulement, bien sûr, de mauvaises pratiques, mauvaises pratiques sexuelles, parle bien sûr de violence, parce qu'il vous reproche bien sûr d'être assez violente et qu'il aurait constaté votre manière de réagir n'était pas conforme parce qu'il semble être la première victime. Il parle également, bien évidemment, bien sûr, d'un ensemble de pratiques pro-orthodoxes qui n'ont pas la relation, et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans une posture d'embarras et s'est dit, ok, autant mieux rompre la relation. Je précise que c'est moi qui ai rompu la relation, il n'a jamais dit ces choses-là. Je dis aux téléspectateurs, à tout le monde, que je ne suis pas homophobe. Je ne voulais pas parler de sa vie privée, je ne suis pas du tout homophobe, mais comme c'est lui qui a ouvert la page, je vais un peu essayer de vous donner des réponses. J'ai découvert que l'homme que j'ai épousé était homosexuel, donc il couchait avec des hommes. Quand on est parti, même à Paris, on n'avait pas de rapports sexuels parce qu'il bandait pas, je ne sais pas si je peux dire des trucs comme ça, il ne se levait pas du tout. J'ai trouvé que son derrière était plutôt, ce n'était plus ça. Je me suis même confiée, j'ai dit à tous ses frères, et j'ai même parlé à sa mère, à toute sa famille. Je vous interromps. Ouais. Ça veut dire que quand vous étiez à Yaoundé, oui, vous ne vous êtes pas rendu compte que... Non, elle était malade. Attends d'abord. Ça veut dire quand vous étiez à Yaoundé, avant le mariage là, vous n'avez pas fait les entraînements du match. On voulait essayer, mais il ne réagissait pas. Donc, vous avez payé la chambre dans un grand hôtel 4 étoiles, 100 000, pour dormir en vous regardant. Il n'y avait rien. En posant seulement la main. Il y avait des sérieux problèmes sexuels, parce que pourtant, quand on s'est connus, quand on était jeune, il était très viril. Il était un homme. Rien à dire. Donc, tout le temps passé à Yaoundé, vous n'avez pas goûté. Et il n'y avait rien à faire. Il ne bandait pas le mot, je dis. Vous n'avez pas goûté. Non. Bon. C'est à Paris que vous allez vous rendre compte que... Il me disait qu'il était stressé. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'objet n'écrit pas. Non. À 5 heures. Tout à fait. J'ai une préoccupation, Chimène, et je voudrais qu'on reste sur vos propos. Vous faites savoir que vous avez constaté que l'argent que vous envoyez pour l'achat des terrains n'a pas été utilisé à cet effet, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté les terrains. Vous avez déposé une plainte, et même avant le mariage, vous avez constaté qu'au niveau de la virilité, ce n'était pas trop ça. Il me disait que c'était le stress pour le mariage. Voilà, donc vous avez constaté tout cela, pas d'escroquerie, pas de virilité, vous avez déposé une plainte parce que vous étiez méfiant de ce que vous vous apprêtiez certainement à subir ou bien à vivre avec ce monsieur. Mais pourquoi malgré tout ça, vous avez décidé de l'épouser? Moi, j'arrive pas à comprendre. En fait, tout ça, quand j'ai dit, ils m'ont dit que c'est pas ça, c'est pas ce que je crois, avec la complicité de ma petite sœur. Non, du coup, et comme c'est la famille, je dis à tout le monde que nous, on n'aime pas les problèmes. Je suis une personne publique. J'aime pas trop les histoires, en fait. Surtout avec des familles qui se connaissent. Les gens m'ont dit que quand on doit se marier, il y a les tentations, il y a de la sorcellerie. Peut-être c'est ça qui va m'empêcher de me marier. Tout ça, ça m'a endormi. Au niveau de sa virilité, je ne me suis pas doutée parce que c'était un homme très viril. Je le connais. À l'époque, oui. Ce n'était pas. Voilà. Et comme c'était le mariage, il m'a endormi. Avant de poursuivre, Cécile, vous allez rectifier le thème au niveau de l'antenne. Amère, c'est pas avec à la fin, s'il vous plaît. Rectifiez-le. On va continuer, Chimène.
Donc, il m'a endormi. Je ne me suis pas, au niveau de sa vérité, je me suis dit que c'est un moment. Non. Je me suis pas inquiétée car je pensais connaître l'homme que j'ai connu avant. Je savais pas qu'il avait changé. Donc, arrivé à Paris, des sérieux problèmes sexuels, j'appelle, j'ai des divorces, j'ai des trucs que je pourrais faire écouter. Je dis à ma belle-mère qu'il ne bande pas. On me dit que c'est ça. C'est la mère de ses enfants qui est revenue, qui lui fait des médicaments pour que le mariage, les pratiques, parce que ça ne marche pas. Mais après j'entends des ragots qu'il était déjà homosexuel. Laissez-moi, c'est pas l'histoire de l'homosexualité, ça c'est les détails. Toi-même, tu ne peux pas dire que tu es avec un homme parce que vous dormez dans un hôtel, ce n'est pas tu es là pourquoi. Bon, autre chose. Bon, quand tu t'es rendu compte que tes comptes ont été vidés, tu as fait quoi? J'ai déposé des plaintes contre. Est-ce que tu as essayé de causer avec lui? Oui, j'ai essayé. Il a dit quoi? Il a commencé à me dire que j'ai pris, de toutes les façons, je pourrais rien lui faire. J'ai pris les crédits avant le mariage. Donc, du coup, c'est à mon nom et c'est moi qui va les payer. Si je vais arrêter le mariage parce que je lui disais que je vais divorcer, il me disait que c'est moi, je vais tout perdre car je serais lourdement endettée. Ton mari dit aussi que tu voulais le ABCD, les enfants de la maison, tu veux lui mettre l'affaire là-bas derrière avec les choses et des adultes. En fait, parce qu'il veut se justifier, il veut justifier son homosexualité. Une femme déjà qui ne fait pas les rapports sexuels, j'ai tellement crié, tout le monde dans la famille est au courant. Pourquoi au lieu que mon mari me fasse l'amour, je vais lui mettre le goût? Je connais pas ce qu'il raconte, c'est faux. Oui, parce qu'il dit avant que tu avais, comme il a refusé que tu lui mettes l'affaire là, par là-bas, les choses artificielles là, et que tu as commencé à crier, on a appelé la police est arrivée à la maison. Et qu'il a fait 2 jours de garde à vue, c'est-à-dire 48 heures de garde à vue. Quand je lui ai dit, quand il a appris que je suis en train de demander le divorce, parce que je souligne ici que j'ai commencé à demander le divorce sans le lui dire et on était encore dans le même toit. Ses amis lui ont conseillé qu'il faudrait qu'il essaye quand même de bander pour me mettre la grossesse. Avec l'enfant, je pourrais plus rien le faire. Donc il a commencé donc à vouloir me faire des rapports sexuels, mais il me mettait plutôt les doigts. Donc ça me faisait mal et j'ai commencé à lui dire d'arrêter, je ne veux pas. Bon, d'accord. Oui. C'est le dernier, Yannick. Vous déposez la demande de divorce à quel moment? J'ai demandé le divorce, on va dire, vers septembre 2023. 2023. À peine qu'on lui dit que le 15 décembre 2023, tu voulais le violer et que tu as appelé la police. Bon, je vais sortir la plainte. J'ai appelé la police parce qu'il voulait avoir des rapports. Il dit le contraire, c'est un manipulateur. Je veux sortir, il faut des preuves quand même. Moi, je dépose plainte le 18 décembre 2023 car il essaye d'avoir des rapports sexuels avec moi. Moi, je viens de bien subir l'opération où je peux tomber enceinte. Mais il n'écrivait pas. Vous savez, pour que l'eau sorte, ça n'est pas un problème ça. Il faut juste que ça sorte. C'est 2 secondes, c'est bon. Donc du coup, je ne voulais plus parce que ça me servait je ne voulais même plus ni l'enfant. Et c'est là qu'il force. Même pas, il n'y avait rien, je savais son plan, il voulait juste que je tombe enceinte. S'il réussissait, s'il pouvait même m'injecter l'eau avec peut-être une seringue, je tombais enceinte, lui il était bon. Vous, en tant que personnel du corps médical, vous savez quand même quel produit il faut un homme pour que le pied soit debout et que le pied puisse marcher. Ça ne marche pas comme ça chez nous, il faut tout par ordonnance, il faut passer par un médecin pour pouvoir faire quoi que ce soit, ça se passe pas. Il y a aussi une question martiale, vous êtes beaucoup trop tiré. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous réclamez exactement à ce monsieur aujourd'hui? En fait, ce que je réclame aujourd'hui, c'est que je suis en danger de mort. Quand mon mari m'avait confié beaucoup de choses, des choses graves en fait. La profanation des tombes, l'enlèvement des enfants à Kribi, plus de 38 enfants, et l'enlèvement des enfants. Oui, il m'a dit qu'il enlevait les enfants à Kribi avec son cousin colonel, qu'il envoyait. Donc, ils se sont mariés avec moi, comme j'entre dans le réseau pour qu'on fasse ça ensemble. Comme je suis une personne publique. Comme vous vouliez, justement, l'orphelinat et tout. Je lui ai dit que moi, je ne faisais pas ce genre de trucs, je travaille. Il me dit que tout l'argent que tu as là, regarde, je lui ai dit que j'ai un bon poste et je peux prendre des crédits et j'ai des assurances de vie. Voilà alors là où le sérieux problème commence. Mon mari, M. Simon Joseph Arnold, m'a avoué qu'il a une ex à l'œil, ils ont un Français dans la ville de Kribi par empoisonnement au nom de pratique. C'est très grave, ce que vous dites. Mais je suis en train de dire à la télé. C'est grave. Oui, très très grave. J'assume mes dires. Et il m'a dit que son cousin l'envoie attraper les filles de joie, il les attire. C'est ça. En fait, au moment où j'ai parlé, c'est là où je voulais parler. Je suis en danger de mort car je connaissais ça. Quand ils m'ont attiré au Cameroun, c'était pour un éventuel assassinat. Il vous a fait des révélations, ça fait combien de temps? En fait, quand il m'a fait les révélations, c'était à Paris, à peine on venait d'arriver. En 2023. En fait, oui. Donc du coup, je n'ai pas. C'est seulement maintenant que vous les révélez. Je ne l'ai pas cru. Et j'ai appelé le colonel en question. J'ai appelé le colonel de côté. Voilà. Donc j'ai appelé. Allons-y, Chimène. J'ai appelé pour demander. Il m'a dit qu'il connaît pas ça. C'est ça. Vous voyez quand il a écrit la lettre. Je l'accuse pour des choses très graves. Il n'a pas parlé de ça. Après, ils ont envoyé, mon mari a envoyé une cousine à la femme de ses enfants, au nom de, voilà, elle est cousine, pour me dire que si je tente de parler, c'est moi qui fais ça. J'ai une dernière petite question. D'accord, avant de sortir. L'histoire, c'est ça qui se passe derrière. Avant de sortir, Chimène, qu'est-ce qui a motivé? Parce que vous dites, mon mari m'a confié qu'ils enlevaient des enfants avec un colonel, il faisait ça. À votre avis,
Qu'est-ce qui a bien pu le motiver à vous dire ce genre de choses? Moi, au début, son passé. Au début, j'ai d'abord su, j'ai d'abord cru, je n'ai pas cru. J'ai pas cru. Surtout, j'ai vu qu'il voulait salir le colonel. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi réussi sa vie. C'est trop facile de salir les gens quand ils ont réussi la vie. Je l'ai pas cru. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit qu'il veut aussi me montrer que il fait des choses, je ne sais pas. Mais comme je suis artiste musicienne, je lui ai fait comprendre que moi, je suis pas dans ça. Pourquoi? Il voulait qu'on fasse que j'entre dans leur réseau, si je peux répondre à votre question. Ok, merci, Chimène. On va, malheureusement, il est important que nous suivions cette affaire de près, mais aussi à partir des déclarations aussi graves qui ont été faites, peut-être que le procureur de la République saisisse, et que Mme Chimène Ngoli, justement, qui estime, qui indique être en danger de mort, qu'elle lui soit accordée une protection. Nous pensons au moins que c'est une mesure importante. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.